Ce matin, pour la chronique juridique, on a deux chroniqueurs. Dominique Tremblay qui est en compagnie de Jean-François Poirier. Bienvenue à tous les deux. Salut François. Bonjour. De quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler violence ou responsabilité dans le sport. Je sais que toi, tu as déjà joué au hockey. Oui. Et puis, C'est un sport qui, souvent, la violence peut être très présente. Ça dépend, par exemple. Je ne veux pas dire que le hockey, c'est un sport violent. Mais c'est un des sports où on entend le plus souvent parler de cas de bagarre générale, de bagarre dans les estrades, tu sais, des choses comme ça. Même des joueurs qui en attendent d'autres à la sortie, quand on l'a vu dans la Ligue nationale, ça arrive aussi. Donc, je pense que le sujet devrait concerner quelques gens. Ben oui, puis on parle, c'est ça, on parle de responsabilité. Puis avec moi, Jean-François Poirier, là, qui est pratique en assurance et litige. Donc, j'avais envie de traiter, moi, ce matin, là, de la responsabilité dans le sport du point de vue du sportif, du point de vue des organisateurs, du point de vue des moniteurs ou des surveillants d'activité, puis du point de vue des spectateurs. Fait que c'est un peu ça. Puis si on a le temps un petit peu, peut-être voir aussi la directive qui est donnée au directeur des poursuites criminelles. Lorsqu'il arrive un incident, c'est quoi leurs critères pour porter ou non des accusations. Il faut dire aussi que du point de vue du sportif, le gros de l'élément central, c'est la théorie de l'acceptation des risques. On va se demander si le sportif doit accepter d'être confronté aux risques habituels et prévisibles d'un sport. Par exemple, un joueur de soccer, il doit s'attendre à recevoir un coup de pied accidentel s'il essaie d'aller chercher le ballon puis que deux joueurs sont, on va dire, en lutte pour le ballon. Ça, c'est les risques normaux. C'est ça, exact. Recevoir un slap shot, ça fait partie de la game. C'est comme on dit. Par contre, le risque en question, il faut qu'il soit raisonnablement prévisible. Ça exclut les comportements dérogatoires des sportifs, des coéquipiers, par exemple, un coup intentionnel ou malicieux, l'usage d'une rudesse excessive, le non-respect des règles du jeu, les normes de sécurité. Ça fait que, on va se demander si ce qui est arrivé, est-ce que ça fait partie du sport? C'est ça le critère. Puis dans la notion d'acceptation des risques, ça va varier en fonction de plusieurs facteurs, l'âge, le degré d'expérience, le degré de compétence dans le sport pratiqué, la connaissance des lieux, etc. Fait que ça, c'est du point de vue du sportif. On va se demander s'il y a un recours civil suite à un incident, est-ce que ça faisait partie du sport, ce qu'on a assisté, là? Si ça faisait partie du sport, habituellement, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de recours. Puis si c'est un geste qui est intentionnel, malicieux, une rudesse excessive, ça ne fait pas partie du jeu, il pourrait y avoir un recours. Du point de vue des organisateurs, le propriétaire d'installations sportives et les organisateurs ont une responsabilité par rapport à ceux qui pratiquent le sport. C'en est une de moyens, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre les moyens nécessaires pour contrer les dangers prévisibles et évitables. On va dire qu'ils doivent utiliser des équipements en bon état de fonctionnement, s'assurer qu'il y a une surveillance adéquate, que ça répond aux normes de sécurité en vigueur. Il y a beaucoup de règles là-dedans du gouvernement. C'est réglementé, alors on va s'assurer de ça. On peut prendre un exemple, l'entretien des pistes et le télésiège pour un centre de ski. Si les équipements sont en mauvais état et qu'il arrive un accident, la responsabilité du centre va être engagée. Évidemment, dans tous ces éléments-là, il y a toujours la question d'assurance qui n'est pas loin. Si le sinistre ou l'incident entre dans la couverture d'assurance, il y aura possibilité d'être défendu par son assureur. Les moniteurs, bien évidemment, eux, ils ont la charge de la surveillance souvent d'enfants mineurs, donc ils doivent s'assurer de vérifier les mesures de sécurité, de ne pas exposer les enfants à des risques inutiles, choisir des activités ou des sports en rapport avec l'âge puis l'aptitude des enfants, bien renseigner les participants sur les instructions, pour obtenir le consentement des parents lorsque nécessaire. Puis les spectateurs, il faut dire aussi que comme spectateur, quand on assiste à un événement, évidemment, c'est le même genre de théorie d'acceptation des risques que le sportif. Si on assiste à un match de hockey, il faut être attentif parce que ça se peut que la rondelle elle fasse un tour dans l'estrade puis que non seulement elle renverse notre bière, mais peut-être qu'elle nous casse les dents aussi. Oui, absolument. Il faut regarder ce qui se passe, puis ça fait partie des risques du jeu. Par contre, ça ne fait pas partie de ce qu'on s'attend lorsqu'on va voir un match de hockey, justement, d'être impliqué dans une bagarre ou de se faire sauter dessus par un adversaire ou que le joueur monte dans les estrades. Fait que c'est tout. Qu'est-ce qui fait partie du jeu, puis à quoi on doit s'attendre, puis c'est ça un peu le critère que les tribunaux je voudrais revenir sur les moniteurs. Quand on parle des moniteurs, c'est les entraîneurs, c'est les arbitres, c'est
C'est qui exactement? Bien, c'est toute personne qui se voit confier la garde ou la surveillance de l'enfant. Qui a un rôle d'autorité, de responsabilité. Exact, là. exact. Parce que les parents ne sont pas toujours là, puis même s'ils sont dans les estrades, ils perdent à un certain moment, on va dire, le contrôle. Alors, on est dans le hockey, c'est ça, mais ça peut être le moniteur de piscine, le terme est le même. Mais, exact. L'arbitre à la boxe, par exemple, ça serait le moniteur dans ce cadre-là. Ça peut être ça, puis ça peut être son entraîneur, ça peut être... Fait que c'est toute personne à qui on délègue cette autorité-là, puis le contrôle de l'enfant. Avant peut-être de passer aux exemples, là, je parlerai peut-être des directives qui sont données aux directeurs des poursuites criminelles et pénales, pour savoir, quand il arrive un incident, comment ils gèrent ça, puis parce que c'est eux, il faut le dire, qui décident ou non de porter des accusations. Le policier et les enquêteurs font leur enquête, puis soumettent le dossier au procureur de la Couronne, qui, lui, va décider est-ce qu'il y a des accusations qui doivent être prises. Il y a une directive qui existe, là, ça s'appelle SPO-1. Dans le préambule, on nous indique que la présente directive remplace une ancienne directive en 1977 qui était en matière de violence de hockey. Cette nouvelle directive-là s'applique à tous les sports et elle élimine les restrictions imposées jusqu'alors au dépôt des accusations criminelles. Tout acte criminel commis lors d'un événement sportif pourra faire l'objet de poursuites si par ailleurs le dossier répond aux critères et normes imposés à la directive. Puis les normes qui sont imposées dans la directive, c'est que le procureur qui examine le dossier doit se demander si, c'est sûr, si l'infraction comprend tous les éléments essentiels de voie de fait, qui sont les mêmes éléments dans la rue, etc. Il doit prendre en considération, par contre, que la pratique de certains sports comporte un degré de violence inhérent dans le cours normal du jeu. Fait qu'évidemment, dans la rue, on n'a pas le droit de donner une mise en échec à quelqu'un, mais au hockey ou au football, ou ça fait partie du jeu. Fait que ça va être pris en compte. Le fait de pratiquer certains sports implique un consentement tacite à l'application d'une certaine force entre les participants, mais là, il y a le mot « certain » qui est important. Un plaignant a consenti à l'application lorsque celle-ci suit les règles du jeu. Mais par contre, personne ne peut consentir à subir des lésions corporelles graves ou non négligeables lorsque celles-ci ont été causées intentionnellement. Puis, il y a une discussion dans cette norme-là. Exemple pour les bagarres. C'est pas parce que les deux belligérants consentent au début de la bagarre qu'ils consentent nécessairement à tout ce qui va se passer après. Ça fait que des fois, ça dégénère, puis on peut pas consentir d'avance à se faire imposer ou à se faire donner une lésion corporelle qui est grave ou importante. Mais contrairement à des sports comme la boxe, ou ces sports de combat-là qui ont un cadre précis aussi, mais... Mais même dans la boxe, quand on vient à un point, il y a un certain point où l'arbitre va arrêter le combat. Pour Si ça continue par la suite, on pourrait revenir dans ce genre de situation-là. C'est à ce moment-là qu'on sort du cadre sportif. Exactement. Le consentement, là, il n'est plus. Donc, tout ce qui vient par après là, pourrait être judiciable. OK. On vient un peu, ça se ressemble aussi au niveau criminel et au niveau civil, dans le sens où est-ce que ça fait partie du sport, ce qu'on voit là. Oui, le combat est permis, mais là, jusqu'à certains points, lorsque l'individu est à terre, si on continue de frapper, bien là, on n'a pas consenti à ça. Là, puis le commentaire de la fin de la directive, on indique qu'il ne s'agit pas de tolérer la violence, il faut au contraire la limiter et sanctionner celle à l'encontre de laquelle on ne peut valablement et légalement opposer une défense de consentement. Fait que c'est sûr que c'est le procureur de la Couronne qui a le dernier mot, puis va décider, en fonction du dossier qui est amené devant lui, s'il y a les éléments pour prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'infraction est commise. Puis il y a une multitude d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte s'il décide ou non de porter des accusations. Des fois aussi, ça peut être simplement la collaboration de la victime. Des fois, on a des victimes qui... on n'a pas nécessairement besoin de sa collaboration, mais des fois, ça peut aider dans le procès plus tard. Alors, des fois, on voit ça aussi dans le sport professionnel. Souvent, c'est mal vu de porter plainte, ou etc. Alors, c'est ça qui fait en sorte que ça peut changer la décision de porter ou non des accusations. Les exemples, je ne sais pas si on a le temps d'en traiter. Allons-y, moi, ça m'intéresse. J'avais un cas de course automobile, course Stock Car Drummond en 2008. Lors d'une course automobile, un jeune homme de 19 ans, il fait un accrochage, puis il fait un capotage, puis il se retrouve coincé dans le véhicule qui prend en feu. Puis l'accident le laisse gravement handicapé. Lors de l'intervention, il s'avère que ça a été très long parce que les pompiers n'ont pas réussi à faire fonctionner les pompes du camion-citerne, puis etc., etc. Il y a eu des problèmes qui ont fait que ça a été plus long que prévu de sortir de là et éteindre l'incendie. Fait que la Cour mentionne qu'il a accepté les risques de participer à une course automobile, etc.,
il n'a pas accepté le risque que l'équipement soit défectueux, puis que là, il y a des conséquences plus graves, parce qu'il y aurait eu, oui, des bleus, puis peut-être une fracture ou deux, mais il aurait été capable de sortir du véhicule. Bon. Fait que la Cour a accordé un montant de 160 000 pour le dédommager. Fait que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, les organisateurs et les responsables d'événements doivent s'assurer que même si c'est un sport qui est dangereux, qu'on a un équipement là, pour intervenir. Bien, surtout quand c'est un sport dangereux, quel équipement pour intervenir. J'avais un cas, ballon sur glace, je ne sais pas si c'est encore populaire. Je voyais en 1991, décision de la Cour d'appel, qu'Annuel se blessa au poignet après avoir été poussé par Sauvageau. On indique que c'était pas intentionnel. Et dans ce cadre-là, un joueur ordinaire placé dans la même circonstance aurait conclu que c'était pas un geste qui était intentionnel, puis ça fait partie du sport de se pousser un peu, puis de déraper, puis de... Bon, fait qu'il faut s'attendre à ça. Fait que c'est plus un accident, c'est ça, c'était pour... Fait que la Cour accorde rien comme c'est un accident. Dans un cas de soccer, lors d'un match de soccer, un dénommé Girard empoigne le bras de Philibert afin de le retenir et de lui causer une luxation de l'épaule. La Cour mentionne qu'il faut analyser le comportement du joueur fautif par rapport au comportement d'une personne raisonnable. C'est ce qu'on avait dit dans l'autre décision aussi. C'est le joueur normal, le joueur prudent. La Cour en vient à la conclusion que la prise du poignet d'un joueur adverse qui implique de le blesser ne correspond pas à la théorie jurisprudentielle du risque accepté. C'était comme une prise qu'il avait faite là, en jouant au soccer. Puis au soccer, bien, ça se passe avec les pieds. Oui, on va accepter un peu de contact, se placer devant, etc. Une fois de temps en temps, comme on dit, un coup de pied qui part mal. Puis dans ce cas-là, on va dire qu'il y avait l'intention vicieuse. Alors, on a accordé un montant de 13 000 Un cas de hockey, là, puisque tu es une ancienne vedette de hockey. Vedette! Bien, c'est un terme qui s'étire. Là, on peut être vedette d'une ligue de garage, vedette d'une... Les parties en cause jouaient dans une ligue où le contact était permis. En fin de match, le demandeur s'est dirigé vers la rondelle puis s'est fait heurter par un coup de coude à la tête. Il a perdu son casque et ça fait ça sur la patinoire. Bon, alors là, la Cour s'est analysé la conduite des parties en la comparant à celle d'une personne raisonnable, prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. Mais la Cour a rappelé que le hockey, c'est un sport d'une certaine rudesse qui donne lieu à des blessures. Il y a de la vitesse qui est impliquée. Des fois, c'est pas évident de réagir. Des fois, c'est une fraction de seconde. Puis même si ça peut constituer une pénalité sur le jeu, c'est pas nécessairement une faute civile parce que aussi les pénalités font partie du jeu. Puis la Cour en vient à la conclusion que la blessure était accidentelle et était susceptible de se produire dans la pratique d'un sport violent comme le hockey. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'il y a une blessure, même si c'est grave, là, le type a perdu son casque puis il a comme perdu connaissance, qu'il y a nécessairement une faute civile puis une poursuite. Il faut vraiment voir est-ce que ça fait partie du jeu, puis est-ce qu'un joueur prudent et diligent aurait vu que ça fait partie du jeu. Là. Fait que faut vraiment analyser tout le contexte. Exactement, au hockey, des coudes élevés, il y en a souvent, mais c'est pas toujours intentionnel. Fait que malheureusement. Mais c'est très intéressant tout ça. Donc, si, admettons, moi, je suis victime de ce que j'estime être un coup illégal, volontaire, non accidentel, j'appelle... Bien, vous pouvez nous consulter, puis on va rapidement faire le tour de la question, puis on va voir si vous avez un dossier, puis si vous avez un recours ou pas. Est-ce qu'on peut préétudier la question avant d'amener ça en cours? Évidemment, puis on va toujours donner une opinion à nos clients avant de se lancer dans une procédure, parce que comme vous le voyez, c'est pas si simple, puis je pense qu'il faut se poser des questions avant de dépenser de l'argent devant les tribunaux, parce qu'il y a des cas où même les blessures sont graves, puis on donne rien parce qu'effectivement, ça fait partie du sport. Exact. C'est certain que quand on fait du sport, on n'est pas à l'abri des accidents. C'est différent que de se promener sur la rue, puis d'avoir un coup ou quelque chose, et puis être dans un match sportif. Il y a comme Jean-François l'a dit, il y a l'acceptation du risque. Puis ça fausse un peu les données en matière de responsabilité. C'est pour ça que... C'est sûr, sur la rue, on ne pourrait pas s'attendre à recevoir un coup de coude dans la face. C'est pas possible. Mais, Puis même si on s'en y attend, c'est ça, exact. On n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté alors, le sur la risque. patinoire ou dans un autre sport, sans dire que c'est toléré, en tout cas, ça fait partie du jeu ou des risques qui ont trait au jeu. Donc, c'est quand même intéressant, justement, parce qu'on a beaucoup de cas de violence puis d'accidents aussi dans les différents sports. Fait que j'imagine que ça a concerné beaucoup de gens. Merci de nous avoir présenté cette chronique-là. Est-ce qu'on connaît déjà le prochain sujet de la chronique juridique? Chronique surprise. C'est toujours des surprises. C'est toujours des surprises. On aime ça. Écoutez, merci les gars. Je vous souhaite une belle journée. Puis à la prochaine. À la prochaine. Bonjour.